Les talents de l'immobilier, une émission en partenariat avec Recrutimo.com, le numéro 1 de l'emploi dans l'immobilier, une émission présentée par Antoine Ménard, fondateur de Recrutimo. Bonjour à tous, bienvenue sur les talents de l'immobilier. À mes côtés, Marine. Bonjour Marine. Bonjour Antoine. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Rivoalan, qui est directrice du développement d'Astor Promotion et qui va nous parler de son métier de développeur foncier dans quelques minutes. Bonjour Sandrine. Bonjour Antoine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marine. Avant de parler de votre métier, Sandrine, Marine voulait nous parler de digitalisation dans les métiers de l'immobilier. Tout à fait Antoine. Je voulais parler de la révolution digitale que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années. C'est plus un effet de mode, mais plutôt une tendance de fond qui nous amène à adopter de nouveaux usages. Alors pourquoi une telle évolution ? Concrètement, la digitalisation des métiers de l'immobilier connaît une très forte croissance en raison notamment des utilisations de nouvelles technologies qui sont de nouvelles générations et qui ont permis de faire émerger des services à très forte valeur ajoutée. Alors on peut citer par exemple la blockchain, l'intelligence artificielle et notamment les outils 3D. Donc ces outils sont désormais des must-have un petit peu pour les professionnels de l'immobilier. Alors, j'ai une question parce que je suis un peu vieille génération déjà, je suis pas vieux mais quand même. Est-ce qu'il y a un rapport de génération à la digitalisation ? Est-ce que les plus jeunes sont plus férus de digitalisation, à l'inverse des gens plus âgés comme moi Alors en effet, il y a une question de génération à prendre en compte. On le constate notamment avec la digital native qui entre sur le marché du travail, qui sont davantage demandeurs d'outils digitaux qui leur permettent en fait de gérer plus facilement leurs opérations au quotidien. D'accord. Sandrine, la digitalisation, ça évoque quoi pour vous ? C'est plus compliqué chez nous. On s'en sert, on en a besoin bien évidemment. Après, c'est pas un outil indispensable en tant que développeur foncier dans la vie de tous les jours, quoi. Ça vous apporte quand même peut-être un peu plus de facilité ou c'est vraiment quelque chose d'accessoire aujourd'hui ? Plutôt accessoire. Plutôt accessoire. Plutôt accessoire. Ok. Les talents de l'immobilier, l'interview. Donc Sandrine, après cette parenthèse sur la digitalisation, merci d'être là. On voulait effectivement parler avec vous de votre métier de développeur foncier, qui est un métier dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'il y a une grande pénurie de main-d'œuvre, entre guillemets, dans ce domaine-là. Ce qui serait intéressant, je trouve, avant de parler de votre métier, c'est comprendre déjà votre parcours. Vous avez fait quoi avant ? Enfin, comment vous en êtes arrivé là ? Alors, pour le coup, moi, j'ai un parcours assez atypique. À la base, je suis architecte. Donc, j'ai exercé en tant qu'architecte pendant un peu plus de 10 ans dans un petit cabinet. Et puis, j'ai eu l'opportunité dans un grand groupe d'être recrutée en tant que développeur foncier. Pourquoi ? Parce que mon côté architecte, donc le côté technique, coût de travaux, construction, projet, faisabilité, lecture du PLU, interprétation, etc., était un point fort dans cette partie-là. Donc il y avait la partie technique et la partie financière, bâtiment, qui était assez importante. Après, je pêchais un petit peu plus sur la partie juridique. Donc voilà, donc c'était un revirement à cette époque-là. C'était un peu en pleine crise, donc quelque part, c'était plutôt pas mal d'intégrer un nouveau job et en tous les cas une nouvelle perspective, pardon. Et donc voilà, donc après j'étais développeuse dans un groupe relativement important pendant une petite dizaine d'années encore. Et puis là, donc je viens d'intégrer Astor Promotion qui s'est montée il y a un peu plus de 8 mois. Et donc là, c'est une nouvelle aventure où là, on lance la promotion immobilière, on lance la société. Donc là, il y a tout à faire. Et... Une jeune entreprise, petite taille, donc on Exactement. est à l'opposé du grand groupe précédent. Exactement, et un développement à reprendre, je dirais, de zéro. Alors concrètement, développeur foncier, c'est quoi ? Développeur foncier, c'est quoi ? C'est un chineur. C'est quelqu'un qui va chercher, qui va détecter, qui va... Alors, prospecter, oui, on prospecte, bien sûr. Alors, la prospection, c'est pas non plus, on prend sa voiture, on se balade et puis on se dit, tiens, là, il y a un champ, tiens, là, il y a une dent creuse, tiens. Voilà, donc il y a cette partie-là, mais qui rapporte pas forcément grand-chose. C'est principalement, je dirais, du réseau, c'est-à-dire d'avoir des apporteurs d'affaires qui vont être des agents immobiliers, qui vont être des notaires, des architectes, des géomètres, du bouche à oreille, ça peut être voilà, plein de choses. Il y a toujours des choses à vendre. Partout, il y a tout à vendre. Voilà, après, c'est vraiment sur l'opportunité et du réseau, du bouche à oreille. C'est principalement ça. C'est très, très rare qu'on ait tiens, il y a un champ, je vais aller voir qui est propriétaire et puis je vais l'acheter.
D'accord, mais ça ne s'arrête pas juste à cette prospection. C'est-à-dire que derrière, une fois que vous avez identifié un champ, une dent creuse ou un bâtiment, projet, peu importe, un bâtiment, la suite, vous parliez de financier, de juridique, d'urbanisme. Oui. Alors, à partir du moment où on détecte quelque chose qui est à vendre, alors soit cet objet a un prix, donc ça nous aide déjà, on a une première donnée d'entrée, ce qui était plutôt pas mal, ce qui est assez rare aussi. On a un prix, sinon effectivement il faut commencer à se mettre en route et se dire voilà, donc ce champ, ce bâtiment, etc., qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux en faire? Donc là il faut pouvoir lire un PLU, savoir ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce que la ville autorise de faire, quel type de produit, est-ce qu'on va faire du logement, est-ce qu'on va faire du bureau, est-ce qu'on va faire du milieu hospitalier, du milieu médical, une crèche, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. À partir de ce moment-là, après, il faut bien faire aussi une étude de marché, se dire, bon, bah, maintenant que j'ai un bâtiment qui fait X mètres carrés, puisque la ville m'autorise de le faire, que je sais à peu près combien ça me coûtait de le réaliser, combien je vais pouvoir le vendre. Donc là, il y a une étude de marché qui est à faire. Et puis après, une fois qu'on a tous ces chiffres-là, il faut les mettre un petit peu en musique sur ce qu'on appelle un bilan, où on a effectivement les dépenses, les recettes, voir ce que l'on peut dégager comme charge foncière, c'est-à-dire le prix d'achat auquel on peut acheter l'objet, le bâtiment, le champ, etc. Et puis la marge qui reste au promoteur pour pouvoir faire son opération. Voilà. Et tout ça dans les règles, tout ça dans la loi, bien évidemment, donc d'où intervient un petit peu le juridique, sachant qu'après, donc une fois qu'on a ce prix, on le propose au propriétaire avec certaines conditions. Et puis après, on passe donc chez un notaire, signer une promesse de vente. Donc là, on est vraiment dans le juridique pur. Donc il y a d'abord la technique, savoir ce qu'on peut faire, comment, combien, etc. À quel prix, l'aspect financier et l'équilibre de l'opération, et puis l'aspect juridique, après derrière, signature chez le notaire. C'est donc un métier très complet. Très complet. Probablement un peu complexe. Votre parcours et votre formation vous ont apporté énormément on va dire de compétences et d'expertise dans ce domaine-là. Est-ce que c'est indispensable d'avoir ces formations initiales? Est-ce que on peut finalement devenir développeur foncier même si on n'a pas été architecte, urbaniste ou financier, je ne sais pas? Oui, tout ça s'apprend, je dirais. Ce qu'on n'apprend pas, ce qui est inné, ce qui est indispensable, c'est le relationnel. D'accord. C'est le relationnel avec les propriétaires, c'est le relationnel avec notre réseau, c'est le relationnel avec tous les gens qu'on côtoie tous les jours, tout le temps. Ça, c'est indispensable. Si on n'a pas la notion un peu de rebondir, de créer le lien, de créer la discussion, d'intéresser les gens, d'avoir la confiance des gens, etc., là, c'est plus compliqué. Après, voilà, le reste, je dirais, ça s'apprend. J'ai une question, Sandrine. On sait, selon une étude Recrutimo, qu'un talent sur deux qui recherche un job dans le secteur de l'immobilier est en reconversion professionnelle. Qu'en est-il aujourd'hui dans votre métier? Est-ce que c'est une chose courante? Est-ce que c'est accessible pour tous? Là, j'aurais du mal à répondre. On a plutôt des gens qui ont... Enfin, dans les développeurs que je connais, en tous les cas, on a plutôt des gens qui ont une formation soit technique, je vais dire ESTP, choses comme ça, soit juridique, soit financière un petit peu moins. Mais après, j'ai eu des collègues qui sortaient d'HEC, par exemple. Okay. Voilà, ça vient un petit peu de tout horizon. Moi, ancien agent immobilier, est-ce que vous pourriez dire que je pourrais faire un bon développeur foncier? Oui, très bien. J'ai une collègue... Je vais me reconvertir. J'ai une ancienne collègue qui était effectivement agent immobilier dans le privé, dans une petite agence locale, et qui a ce relationnel, qui a ce côté négociation, qui a ce côté signature de promesses de vente, compromis, etc. Donc c'est quand même une grosse partie du boulot. Donc oui, complètement. Après, voilà, il faut apprendre un petit peu sur le tard, il faut être un petit peu débrouillard, quoi. C'est sûr qu'il faut un petit peu chiner, il faut aimer fouiller un petit peu, il faut aimer tout ça, mais je pense que c'est relativement accessible. Ça demande beaucoup de travail, non? Ça demande beaucoup de travail, ça demande un peu de force de caractère, parce qu'on étudie quand même énormément de choses, on voit beaucoup de choses, il y a énormément de déchets. Sur 10, 15 études qu'on va faire ou projets qu'on regarde, il y en a peut-être un qu'on va signer. Donc il faut accepter, il faut accepter un petit peu l'échec et de se dire oui, tout ce que je regarde, je vais pas le signer, etc. Donc il y a beaucoup de déchets, donc il faut accepter d'être. Sandrine, dans votre parcours, vous disiez que vous aviez fait partie d'un grand groupe. Vous avez commencé dans ce métier dans un grand groupe. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une société, une jeune foncière qui vient de se lancer.
Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi finalement se remettre en cause, repartir de zéro? Qu'est-ce qui est stimulant dans cette nouvelle aventure? C'est une autre dimension. C'était une très belle opportunité aussi pour moi de rentrer. Alors même si je suis pas associée dans la société, mes deux dirigeants m'associent vraiment dans tout. C'est-à-dire qu'on a créé le logo, le site internet. Donc c'est aussi ce challenge-là qui était intéressant, d'avoir aussi les mains un peu plus libres. Parce que dans des grands groupes, on a beaucoup de process, on a beaucoup de choses comme ça. Donc un développement peut-être un peu plus rapide, peut-être un peu plus de succès aussi. Donc c'était tout ça. Et puis oui, de repartir, les tranches de 10 ans. J'ai fait 10 ans par 10 ans, là c'était le moment, c'était bien. Vous êtes heureuse? Très bien. C'est une bonne nouvelle. Merci Sandrine de nous avoir parlé de votre quotidien. Marine, merci de votre présence. On vous retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Les talents de l'immobilier, à réécouter et à télécharger en podcast sur radio.imo et sur recrutimo.com.